Radio J. Le Forum Radio J, Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité Olivier Marleix. Bonjour. Bonjour Frédéric Aziza. Alors pour tenter de tourner la page de la réforme des retraites, Emmanuel Macron veut désormais montrer que la France va bien, comme il l'a fait encore vendredi à Dunkerque, sur fond de reconquête industrielle et d'accélération de la réindustrialisation verte du pays. Alors comment en tout cas le président doit s'y prendre pour sortir de l'impasse politique et comment envisager la suite du quinquennat? Et puis dans ce contexte, quelle place et quelle stratégie pour les Républicains? L'hypothèse d'une coalition entre LR et Emmanuel Macron est-elle à l'ordre du jour? Mais pour commencer, Olivier Marleix, quel bilan vous faites de la séquence réforme des retraites pour le pays, pour Emmanuel Macron et pour LR? Est-ce que ce n'est pas du perdant-perdant? Écoutez, pour les Républicains, en tout cas, nous, on a fait preuve d'honnêteté vis-à-vis des Français. On a la conviction que ce pays ne s'en sortira pas, qu'on ne redressera pas le pays si on ne travaille pas tous un peu plus longtemps. Mais on ne peut pas être le pays d'Europe qui travaille le moins à l'année et dans une vie. Donc, mais vous l'avez dit avec Éric Ciotti, vous l'avez dit avec Bruno Retailleau, vous l'avez dit avec Gérard Larcher, mais il y a quand même pas mal de députés qui ne vous ont pas suivi. C'est pour ça que je dis, est-ce que c'est pas perdant-perdant puisque vous n'avez réussi à vendre... Moi, ce que je retiens, c'est que majoritairement, notre famille politique a soutenu très largement la nécessité de cette réforme. Je dis bien la nécessité. Sur la méthode, on aurait pu faire infiniment mieux, évidemment. Le président de la République n'est pas très doué pour le dialogue social. Tout ça n'était pas très cohérent aux yeux des Français. Comment vous faites en décembre voter un budget avec 156 milliards de déficit pour en janvier expliquer qu'il faut faire une réforme des retraites pour un déficit possible dans 4 ans? Tout ça a été incompréhensible. Voilà. Et alors, nous, on a fait le choix de ne pas mentir aux Français, de dire que cette réforme, elle était nécessaire. La suite, c'est quoi? C'est l'initiative du groupe Lyotte qui, à travers une proposition de loi, veut faire abroger le recul de l'âge de départ à 64 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les députés LR doivent voter cette proposition de loi? C'est pas très sérieux ce texte en réalité, pas très puisqu'on sait qu'il n'aboutira pas au Sénat, qu'il ne sera pas voté au Sénat. La majorité sénatoriale très clairement a soutenu la réforme des retraites, donc c'est un texte pour rien. Donc moi j'invite évidemment les députés des Républicains à ne pas s'embarquer dans un texte sans lendemain. Ceux qui ont exprimé une opposition à la réforme des retraites ont eu l'occasion de le faire. Certains sont allés jusqu'au bout en votant la motion de censure. Maintenant je pense qu'il est utile que le pays passe à autre chose. Mais justement, parmi ceux qui se sont opposés à ce texte, à la réforme des retraites, il y a Aurélien Pradié qui a annoncé déjà qu'il voterait en faveur de cette proposition de loi. Est-ce qu'ainsi, ce vote va valoir pour lui exclusion du groupe? Non, c'est pas. Écoutez, c'est pas le sujet. Moi, j'appelle tout le monde. Non, c'est pas le sujet, mais est-ce que c'est une question qui peut se poser? Non, je pratique pas l'exclusion comme ça. Enfin, il y a un moment où il faut faire preuve d'un peu de sérieux, de responsabilité. Ce texte, une fois encore, il aboutira sur rien. Si on veut continuer à feuilletonner avec la CGT, etc., que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Il y a un moment, faut juste être effectivement responsable et conscient de ce qu'on fait. Donc, ça veut dire que vous demandez quand je vois Monsieur Charles de Courson et Bertrand Pancher, le président de Lyotte, encadrant la patronne de la CGT. Ça vous fait bizarre? J'ai envoyé la photo d'ailleurs aux députés Républicains en disant est-ce que vous voulez vraiment vous associer à ça? Je pense qu'il y a mieux à faire. Ça vous fait bizarre de voir ça? C'est quand même étrange. Et donc vous ne voudriez pas que Aurélien Pradié on n'a pas à s'associer à la CGT. Enfin voilà, il y a un moment, il faut arrêter. Ce texte ne sera pas voté par le Sénat, donc ça ne sert pas à grand-chose, si ce n'est à vouloir alimenter un feuilleton que la CGT a intérêt à alimenter, pas forcément nous. Je ne sais pas si vous avez peut-être fait des pointages, combien de députés pourraient voter voter cette proposition de loi? On n'en est vraiment pas là. Non. On n'est pas là. C'est le 8 juin, on a le temps. Qu'attendez-vous des rencontres entre Elisabeth Borne et les partenaires sociaux la semaine prochaine? Ou est-ce qu'il peut y avoir du grain à moudre? Quelles concessions le gouvernement peut-il faire, doit-il faire en direction des syndicats? Il y a beaucoup de sujets. Enfin, je pense que déjà le dialogue social a été vraiment le point faible du président de la République depuis 6 ans, comme il a été d'ailleurs avec tous les corps intermédiaires dans ce pays. Donc il y a beaucoup de sujets. Il y a d'abord ceux qui ont été invalidés par le Conseil constitutionnel à l'occasion de la réforme des retraites, c'est-à-dire la question de l'emploi des seniors notamment. Je pense qu'il y a d'autres sujets à mettre sur la table. Il y a la question des femmes et comment concilier une vie professionnelle et l'éducation d'enfants, puisque la question de la natalité, elle évidemment... Donc ça veut dire quoi précisément? Précisément, ça veut dire qu'il faut inventer quelque chose autour des gardes d'enfants, notamment sur les femmes qui ont des faibles revenus aujourd'hui. Il y a un vrai problème. Prendre en compte le montant de ces gardes d'enfants?
j'ai pas forcément la réponse. Une fois encore, il faut du dialogue social. Je peux pas donner la réponse tout de suite. Mais pour l'âge de départ à la retraite, pour moi, c'est un sujet évident. Est-ce qu'il faut revoir ça? L'âge de départ, la question est réglée. Mais il y a d'autres sujets. Il y a la question de la pénibilité. On n'est pas allé au fond des choses. On sait que dans notre pays, il y a 11 000 personnes seulement qui partent à la retraite cette année avec le bénéfice d'un dispositif de pénibilité, alors qu'il y a, je crois, près de 2 millions de comptes pénibilité ouverts. Donc, c'est que ça ne fonctionne pas très bien. Voilà, il y a beaucoup de sujets. Sur les salaires, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que ça sera aussi à l'ordre du jour. Sur les salaires, bien sûr, on a un problème de faiblesse des salaires dans notre pays. Voilà, alors la solution, elle n'est pas simple. Mais enfin, branche par branche. Il faut augmenter le SMIC. Marine Le Pen le SMIC, il augmente de manière mécanique. Il suit l'inflation. Donc aujourd'hui, c'est pas que la question du SMIC, c'est la question des salaires intermédiaires, souvent un peu au-dessus du SMIC. Mais bon, il faudrait être capable pour ça de continuer à baisser le coût du travail, notamment sur les salaires intermédiaires. Voilà, donc là, vaste sujet. Qu'est-ce que vous appelez salaire intermédiaire? Jusqu'à 2 fois et demi, 3 fois le SMIC. Voilà, c'est là qu'on a des salaires qui stagnent. Et vous avez chiffré cette mesure? Non, c'est un sujet qui a été sur la table pendant la campagne présidentielle, mais voilà. Je pense que en tout cas, il y a du grain à moudre. Avec dans ce contexte une inflation qui ne faiblit pas, c'est lié aussi au salaire. Les producteurs et les distributeurs en font-ils assez pour en limiter les conséquences? Oui, le sujet de l'inflation, il reste évidemment extrêmement préoccupant. Moi, j'ai le sentiment que le gouvernement, sur ce sujet, n'a pas fait non plus tout ce qu'il devait faire. Il y a une source d'inflation dans notre pays qu'on maîtrise, dont on a la responsabilité, c'est la question du prix de l'énergie. Voilà. Or, sur le prix de l'énergie, il en a fait assez, c'est que le gouvernement n'a pas été bon sur ce sujet-là. Il aurait fallu... la solution a été quand même assez simple. Ça aurait été un moment de sortir du mécanisme européen de fixation des prix de l'énergie. Ce qui est en cours. Non, c'est pas du tout en cours. Non, pour des raisons dogmatiques, le président de la République a refusé. Donc, il y a eu quelques amendements à la règle européenne, ce qui concerne des le gaz, questions d'écrêtement, etc. Je parle déjà d'électricité. Le gaz, on maîtrise moins, mais encore que je vais y revenir. Mais sur l'électricité, en tout cas, on n'a évidemment pas fait tout ce qu'il fallait. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on anticipe vraiment ce qui va se passer l'hiver prochain. Sur le gaz, on a des ressources qu'on pourrait exploiter en France. Je pense au biogaz. Vous savez qu'en France, on doublerait la production de biogaz, de gaz vert fait à partir de déchets végétaux notamment. On pourrait se passer totalement du gaz russe de manière structurelle. Simplement aujourd'hui, parce que les tarifs de rachat ont baissé, tous les projets de biogaz dans notre pays sont à l'arrêt. C'est quand même totalement aberrant, alors qu'on sait que dans les projets que dès l'hiver prochain, on va de nouveau avoir une crise. Donc voilà, il faudrait se secouer un peu, que le gouvernement se secoue un peu sur les questions d'énergie. Franchement, c'est un sujet sur lequel le gouvernement n'a vraiment pas été à la hauteur. Vous dites qu'il faut que le gouvernement se secoue un peu. Il y en a un qui se secoue beaucoup, c'est Emmanuel Macron, qui multiplie les déplacements et les annonces sur fond de fin de cette séquence de la réforme des retraites, ou en tout cas de contestation de la réforme des retraites. Qu'est-ce que ça traduit ? Écoutez, pour l'instant, ça traduit un peu de fébrilité de la part du pouvoir. Je ne suis pas sûr que l'agitation soit... C'est de l'agitation ou c'est son job de président de la République ? Non, écoutez, le job du président de la République, c'est pas d'être totalement aux abris pendant 3 mois sur la réforme des retraites et puis après de sortir tous azimuts sur tous les sujets. Vous savez, moi, je pense que le pays revient de loin. Si on veut bien prendre un tout petit peu de recul quand même, on sort de 40 années, j'essaie d'être optimiste, on sort de 40 années de désindustrialisation. On va en parler. 40 années d'appauvrissement du pays. Le PIB par habitant, on est au 30e rang mondial aujourd'hui, ce qui est quand même assez catastrophique. 40 années donc d'appauvrissement, de chômage de masse. 40 années où l'État social a explosé sous coup de ça veut dire quelque part depuis 1980 ? Votre remontée ça à 1980 ou à la crise de 1974 ? C'est à la suite du premier choc pétrolier et des mauvais choix faits à partir de 1980. Et ensuite, 40 années du coup d'effondrement d'un État qui, pris dans une dépense sociale quotidienne, n'a pas eu les moyens d'investir sur les services publics essentiels, santé,
santé, sécurité, justice, école, qui font l'armature, le socle d'un pays. Donc aujourd'hui, le pays va effectivement, il va très mal. Et donc il a besoin de deux choses, le pays. Il a besoin de détermination pour redresser, réformer, et cette détermination, elle doit être accompagnée de beaucoup d'humilité. Monsieur Macron, c'est tout le contraire. C'est-à-dire ? C'est tout le contraire. Ben, c'est beaucoup d'hésitation. Regardez sur la réforme des retraites. Il avait annoncé un projet en 2018. Il a passé un an en 2018 à essayer de vendre un projet auquel il a finalement renoncé pour en sortir un autre qui n'a plus rien à voir 2 ans plus tard. Donc, M. Macron, que vous avez approuvé, hein ? C'est pas. On a besoin de détermination et d'humilité. On a de l'hésitation et en revanche un peu d'arrogance. Voilà. Un peu d'arrogance. En tout cas, détermination, il en a, a priori, d'après ce qu'on a vu vendredi à Dunkerque, en matière de reconquête industrielle et d'accélération de la réindustrialisation verte. Tout ça, pour l'instant, ce sont des mots. Tout ça, Ouais. pour l'instant, c'est de la communication. Moi, ce que j'observe, et les chiffres sont têtus, on est aujourd'hui, en 2022, nous avons connu notre pire déficit commercial de l'histoire depuis 1949. 1949. 160 milliards de déficit. C'est pas l'effet du hasard. C'est la meilleure photographie de ce que pèse notre économie, de ce que pèse notre industrie dans les échanges avec nos voisins. Parenthèse, c'est un appauvrissement considérable du pays, puisque ça veut dire 160 milliards de salaires ou de dividendes versés à l'extérieur. Donc c'est la situation réelle d'effondrement de notre appareil industriel, elle est quelque part là-dedans. Donc ce qu'on peut espérer, c'est aujourd'hui un peu avoir touché le fond, si je comprends bien. Alors les chiffres aussi, il y en a Notamment d'autres chiffres. Il y a d'autres chiffres. Le taux de chômage, 7,2%, on dirait ici, de la population active. Oui, enfin, qui a commencé à remonter le mois dernier, pas tout à fait enthousiasmant. Plus 0, moins 0,1%. La France est restée champion d'Europe des investissements étrangers en 2022. Ouais, pardon, la comptabilisation des investissements étrangers, mais je suis toujours un peu sceptique. Avec peu d'emplois créés. Vous savez comment on Avec peu calcule d'emplois les investissements étrangers dans notre pays? Ouais. N'importe quel rachat d'une entreprise française est considéré comme un investissement étranger. Ça se mesure au nombre d'actifs. Donc, ce n'est pas forcément des projets industriels. Voilà. On annonce aussi, le Bercy, ministre de l'économie, annonce une croissance positive et l'INSEE pour 2023. Puis il y a ce sommet de Choose France demain. Ah oui, enfin, tout ça, une fois encore, c'est une de la opération. communication, c'est Tout quoi ça, c'est une opération. Choose France, c'est une magnifique opération de communication. Vous savez, vous avez des gens qui sont invités à Choose France qui, en réalité, suppriment des emplois en France, ferment des sites industriels en France. J'en ai connu, y compris qui fermaient des emplois, des sites industriels dans ma circonscription, donc qui étaient invités, reçus en grande pompe à Tout ça, c'est beaucoup de communication. Non, il va y avoir un rendez-vous avec le texte Industrie verte qu'on attend. Que vous pouvez voter au tournant. On verra ce qu'il y a dedans. Pour l'instant, je ne connais pas ce texte. Sur ce sujet, quand même, on a de quoi être extrêmement sceptique. Regardez en matière d'industrie automobile. Le président de la République est allé inaugurer à Dunkerque, annoncer l'investissement d'une entreprise taïwanaise dans les batteries. Les batteries. En réalité, pour l'instant, ce qu'on a décidé, c'est vraiment le grand remplacement de notre industrie automobile. C'est-à-dire, expliquez-moi ça. Le grand remplacement, c'est-à-dire que avec 2035, l'objectif de fin des véhicules thermiques, c'est un espèce de saut dans l'inconnu. C'est un grand remplacement puisqu'en France, on ne sait pas. Au niveau européen, éventuellement mondial. Et puis au niveau national, déjà. Pardon, l'Europe va être le seul continent, le seul ensemble économique à s'imposer une telle obligation d'interdire. C'est-à-dire que si vous revenez au pouvoir en 2027, vous revenez là-dessus ? Sur le délai, il y a un vrai sujet. Je pense qu'il y a un vrai sujet. Ce que j'observe, c'est que M. Macron, en tout cas, ne s'est pas battu. Les Allemands eux-mêmes se sont battus pour mieux défendre leurs intérêts dans cette affaire, en demandant à ce que les carburants de synthèse puissent être quand même toujours admis. Donc non, on a fait un saut dans l'inconnu de manière totalement précipitée. C'est qu'aujourd'hui, on produit moins de voitures qu'on n'en a jamais produit dans notre histoire. En 2005, on produisait 3 millions de véhicules. Aujourd'hui, on est à 1 300 000 véhicules. Donc on a un effondrement de nos capacités de production automobile. On invente des bonus qu'on distribue à l'aveugle. Je crois que 40% des véhicules achetés avec des bonus pour les véhicules électriques sont des véhicules fabriqués en Chine, voilà, y compris des véhicules français. D'où ce plan batterie aussi, quelque part. Le président de la République, on subventionne
l'industrie chinoise. On subventionne des véhicules faits en Chine. Au nom de l'environnement. Au nom de l'environnement, fait y compris avec des centrales à charbon, etc. Donc dans des conditions. La première source, je vais quand même le rappeler, c'est pour montrer l'enjeu du défi qui est devant nous. La première source aujourd'hui d'importation, enfin d'émissions carbone en France, ce sont nos importations. Voilà. Et on a un sujet considérable devant nous. Ce texte Industrie verte, on l'attend de pied ferme. Le président de la République nous parlait de recentrer le bonus sur les véhicules faits en France. Visiblement, c'est pas exactement ça. Bercy avait dit non, ça va être plutôt sur l'empreinte carbone du véhicule. Ouais. C'est-à-dire qu'il pourra continuer à être fait en Chine, mais il faudra que ce soit avec de l'électricité nucléaire et non plus, etc. Tout ça est assez, tout ça est assez inquiétant pour l'instant. On avance. Gabriel Attal a donc annoncé un plan sur la fraude, notamment visant les ultra-riches. Est-ce que ce plan est bienvenu ? Ou est-ce que vous dites, comme Bruno Retailleau aujourd'hui dans le Parisien, qu'on tape trop les riches ? Non, je ne sais pas. La réalité de chose, elle est plus nuancée, une fois encore, que les grandes phrases des membres du gouvernement. Aujourd'hui, les plus hauts revenus, et les plus hauts patrimoines, enfin les très hauts patrimoines, sont contrôlés tous les ans en réalité. Voilà. Ils sont contrôlés tous les ans. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil de ce qu'annonce M. Attal s'agissant des particuliers. Voilà. S'agissant des entreprises, en revanche, je pense qu'il y a... Oui, parce que c'est surtout axé sur les entreprises, éventuellement les multinationales. Hein. Oui, écoutez, on verra. Moi, ce que j'attends, c'est derrière tout ça, quand même, qu'il y ait un minimum de transparence. Aujourd'hui, un des principaux vecteurs de l'évasion fiscale, c'est quelque chose de très légal qui va se négocier à Bercy, qui s'appelle les prix de transfert. Dont a parlé justement le ministre du Budget. Moi, je ne les ai pas entendus en parler, des prix de transfert. L'affaire McKinsey, le scandale McKinsey, c'est une affaire de prix de transfert. C'est-à-dire que tous les ans, l'entreprise expliquait à Bercy qu'elle allait faire remonter des droits d'usage de la licence McKinsey à sa maison mère aux États-Unis, qui permettait d'effacer tout résultat en France et de ne pas payer d'impôts en France. Tout ça est validé, toutes ces entreprises, elles font valider ça aujourd'hui à Bercy. Donc aujourd'hui, le principal levier de fraude fiscale, il est autorisé par Bercy, négocié avec Bercy. Donc voilà, on attendra des actes sur ce sujet-là. Je pense que c'est à un moment où on a envie quand même de protéger un peu plus nos entreprises dans la compétition mondiale. La question des prix de transfert, c'est un risque évident de concurrence déloyale aujourd'hui de la part des multinationales contre les entreprises françaises. Autre dossier, le dossier d'immigration. Emmanuel Macron veut avancer sur ce dossier. Elisabeth Borne a annoncé un projet de loi pour cet été, pour le mois de juillet, et un débat au Parlement à l'automne. Et elle a demandé à Gérald Darmanin de reprendre les consultations. Est-ce que vous allez y participer à ces consultations ? Et aussi pour dire quoi ? Pour proposer quoi ? Est-ce que vous avez compté les revirements, Frédéric Aziza, du gouvernement ? Ouais. Je pense qu'on doit en être au 6e ou 7e, j'ai du mal à les compter. Et là, on revient à la case départ. Tellement il y en a, on revient à la case départ, qui est la case, on refait la concertation. Ce qui est, entre parenthèses... Et moi, ce que j'observe, c'est que c'est un bon point donné aux Républicains, puisque nous avions dit que nous ne voulions pas de ce texte parce qu'il était mauvais. Visiblement, la Première ministre considère comme nous que ce n'était pas le bon texte, puisqu'elle demande à M. Darmanin de revoir sa copie. Voilà. Donc, nous, on ne veut pas... En partant de la base initiale. Non, mais très clairement, le sujet, c'est que en même temps, ça peut marcher, ça peut faire illusion dans quelques domaines. Ça ne marche pas en matière d'immigration. En matière d'immigration, c'est assez simple. Qu'est-ce que vous appelez en même temps ? Ça veut dire... la technique de M. Macron, qui est d'essayer de satisfaire tout le monde, de contenter tout le monde. En matière d'immigration, ça ne marche pas. En matière d'immigration, le sujet, c'est est-ce que vous voulez plus d'immigration ou est-ce que vous voulez moins d'immigration ? Le texte du gouvernement, en réalité, c'était plus d'immigration. Celui qui en parle le mieux, c'est le porte-parole du gouvernement, d'ailleurs, M. Véran, qui est allé au Danemark, pays qui a réussi à réduire de manière assez substantielle l'immigration. M. Véran est allé au Danemark pour nous dire, regardez comme c'est mal, regardez comme ce modèle n'est pas le bon, comme c'est pas possible, quand on a des idées un peu trop à droite en matière de contrôle de l'immigration. Nous sommes désolés, jamais nous ne souscrirons à un texte qui continue d'ouvrir les vannes en matière d'immigration. Je pense qu'il faut reprendre notre destin en main sur ce sujet-là. C'est la raison pour laquelle, avec nos collègues du Sénat, on a décidé, on y travaille en ce moment sous l'autorité d'Éric Ciotti, de déposer ensemble... Alors ensemble, une précision, parce que Bruno Retailleau dit
les sénateurs et les députés, après, ce qu'on a compris dans cette interview au Parisien, c'est que chacun déposera une proposition de loi on travaille ensemble Ouais. à l'élaboration de deux textes, un texte constitutionnel et un texte de loi ordinaire, et nous déposerons le même texte, les mêmes deux textes, constitutionnels et ordinaires, sur le bureau des deux assemblées, au Sénat et à l'Assemblée, dans le but de le faire passer dans la première assemblée où il pourrait être inscrit. Et donc ça veut dire, attendez, on peut préciser des choses quand même. Première assemblée, ça veut dire c'est plus facile pour vous de présenter ce texte au Sénat. S'il y a l'opportunité qu'il passe d'abord au Sénat, il faudra qu'il passe d'abord au Sénat, et je m'en réjouirai. On prendra Et ensuite. alors, est-ce que donc Bruno Retailleau dit, ce serait des textes proposés dans les 15 jours, c'est ça? Oui, on a un bureau politique qui est prévu la semaine prochaine, je crois. Enfin, il faut qu'on aille assez vite sur ce sujet. Vous savez, ça fait 10 ans que l'on combat la politique de M. Hollande d'abord, de M. Macron ensuite sur les questions d'immigration. On a des idées extrêmement précises sur ce qu'il faut faire, aujourd'hui. Deux textes. Le premier, un texte ordinaire, c'est un projet de loi ordinaire et un projet de loi constitutionnel. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, il y a des choses qu'on peut faire par la loi aujourd'hui. Par la loi, on peut par exemple commencer à réduire l'octroi d'un certain nombre d'aides sociales aux étrangers. Aujourd'hui, je dis aujourd'hui, c'est depuis une quinzaine d'années, est apparu véritablement Parmi les en aides France. sociales, vous incluez aussi l'AME? Oui, mais l'AME, malheureusement, j'ai envie de dire, c'est presque le petit bout de la lorgnette. C'est-à-dire qu'en France aujourd'hui, on a, depuis 15 ans, vu apparaître une immigration qui n'est pas une immigration de travail, mais qui est une véritable immigration sociale. Je vais vous donner un exemple. Un ressortissant algérien qui vient en France parce qu'il a un contrat de travail ou au nom du regroupement familial, au bout d'un an, il a le droit de demander le RSA. Le RSA, c'est ce qu'on appelle une aide sociale non contributive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir cotisé à quoi que ce soit pour avoir droit à la solidarité nationale. Donc c'est vous vraiment proposez quoi, le filet de sécurité. Mais c'est vraiment invraisemblable qu'on donne ça à quelqu'un qui est en France depuis seulement un an. Ça doit être réservé pour des gens qui ont un accident de parcours. Donc je veux bien qu'un étranger qui a cotisé, qui a travaillé pendant 10 ans, 15 ans dans le pays, qui a une carte de résident, qui est donc installé et droit au RSA, oui, c'est normal. Mais quelqu'un qui vient d'arriver, ça n'a strictement aucun sens. Savez-vous, Frédéric Aziza, qu'un tiers des bénéficiaires du minimum vieillesse, le minimum vieillesse, il doit être autour de 950 € par mois, peut être donné dans une quinzaine de pays à des étrangers. Au terme de 3 années seulement de résidence. Donc il faut y mettre fin à cette possibilité. Et aujourd'hui, je termine, aujourd'hui, un tiers des bénéficiaires du minimum vieillesse sont des étrangers. Donc il faut encore la solidarité nationale. Vous proposez qu'on revienne dessus? Les 3 ans, oui, c'est beaucoup trop. Alors, c'est beaucoup trop autre souple, question, évidemment. à quelles conditions vous pourriez voter le texte Non, du mais nous voterons gouvernement? notre texte, parce qu'on ne votera pas un texte de gauche, on votera un texte de droite en matière Donc ça veut dire d'immigration. pour qu'il y ait consensus entre vous et la majorité J'en reviendrai sur sur- l'immigration, il faudrait que ce soit votre texte qui soit proposé? On aura un texte, on aura une proposition sur la table. Si la majorité veut réellement reprendre le contrôle de l'immigration dans ce pays, ce sera les textes proposés par les Républicains qu'elle devra soutenir. Mais Et je pense qu'il peut y c'est avoir uniquement ça, ou il y aura une majorité de bon sens à l'Assemblée nationale. c'est uniquement le texte des Républicains où il peut y avoir une discussion, une concertation, un accord et un On consensus. aura un texte qui est majorité prêt, visiblement opposition. le gouvernement n'arrive pas à faire un texte. Mais pourquoi est-ce que pourquoi la majorité n'arrive pas à s'en sortir d'ailleurs depuis un an? C'est parce que la majorité est divisée. En réalité, vous avez des gens comme Sacha Houillet qui sont tétanisés à l'idée de faire un texte en matière Donc président d'immigration. de la commission des lois. Président de la commission des lois, qui risquerait d'être voté par le Rassemblement national. Moi, je suis pour des majorités de bon sens à l'Assemblée Y nationale. compris avec le Rassemblement national? Mais attendez, on a voté plein de textes. Non, mais je vous pose la question. Le gouvernement a déposé des textes qui ont été votés par le Rassemblement national. Sur le nucléaire, par exemple, c'était un texte de bon sens, le retour au nucléaire. Donc il ne faut pas. La loi d'orientation du ministère de l'Intérieur, elle a été votée aussi avec une très large majorité, y compris le Rassemblement national. Est-ce que vous êtes... Donc sur de bon sens, moi, je suis désolé, je n'ai pas de pudeur. Je vais faire avancer les idées utiles à mon pays. Et dans ce domaine, certains, Xavier Bellamy par exemple, propose un référendum sur l'immigration. Et vous? Oui, mais Éric Ciotti aussi a proposé d'ailleurs un référendum. Oui, je pense qu'il y a un moment où, sur un sujet comme ça, les Français il faut redonner la parole. Mais c'est quoi la aux question? Français, mais notamment si on veut modifier la Constitution. Une fois encore, il y a 2 étapes, il y a 2 étages dans le texte que nous proposons. Il y a d'abord cette loi ordinaire, tout ce qu'on peut améliorer nous-mêmes aujourd'hui, et puis il y a un moment où, dans notre pays aujourd'hui, on se heurte sur les questions d'immigration
à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors pourquoi ? Là, ça mérite quelques instants d'explication. En France, on n'a pas de filtre constitutionnel par rapport à cette jurisprudence. Donc, on se retrouve dans des situations où parfois la loi est votée et modifiée en France, mais où des juges de première instance, tribunal administratif, juge judiciaire, refusent d'appliquer la loi, n'appliquent pas la loi parce qu'ils appliquent une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui peut être contraire à notre loi. Donc, il faut modifier. Les Allemands n'ont pas ce mécanisme-là, n'ont pas ce problème-là, parce qu'ils ont une Cour constitutionnelle qui, elle, met des réserves d'interprétation. Donc, il faudrait Donc, faire évoluer la loi. il faut réformer notre Constitution pour dire que, notamment en matière d'immigration, c'est la loi nationale qui prime. Voilà. Sinon, on organise l'impuissance des politiques dans notre pays. Et je comprends que les Français soient un peu désespérés. Ça reviendrait à faire ce que les Britanniques ont fait avec le Brexit. Si c'est la loi nationale qui prime. Le fait. Non, c'est ce que font les Allemands au quotidien. C'est pas révolutionnaire. C'est simplement dire, dans le domaine de l'immigration, la loi française a le dernier mot. Alors, autre question, autre thème, les casseroles. Les casserolades apparaissent comme un nouveau symbole de la colère. Vous en pensez quoi ? Et Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis se sont en tout cas fixés comme objectif d'empêcher le président et ses ministres de se déplacer dans le pays. Est-ce que c'est justifié ? Est-ce que c'est une bonne manière de concevoir la démocratie ? Là aussi, si on prend un tout petit peu de recul, je crois que le président de la République, malheureusement pour lui, je dirais un peu la monnaie de sa pièce, le président de la République, depuis 6 ans, a prospéré, a eu un projet politique qui a consisté à radicaliser les Français. Je m'explique. Le président de la République voulait absolument tuer toute alternative possible à gauche ou à droite. Donc son jeu a consisté à pousser les gens de gauche dans les bras de M. Mélenchon et pousser les gens de droite dans les bras de Marine Le Pen pour être seul dans un grand espace central et se présenter en rempart contre les extrêmes. Aujourd'hui, il a la monnaie de sa pièce, puisque le débat politique, il est structuré, il est une espèce de ternarisation, je ne sais pas comment on dit, de tripartition de la vie politique française avec Monsieur Macron et ses deux comparses, Monsieur Mélenchon, Madame Le Pen. Pour moi, ce théâtre-là, organisé par Monsieur Macron, alors qui a marché pour lui, ça lui a permis d'être réélu président de la République face à Madame Le Pen, qui a une nouvelle fois perdu au second tour, sans vraie surprise d'ailleurs. Elle était programmée pour ça. C'est absolument désastreux pour notre pays. Mais une fois encore, c'est le système politique. Ça, c'est le système Macron. Moi, je veux qu'on en sorte. Ce sera parce que c'est pas possible. On ne construit pas une nation sur un tel jeu de fracturation. Qui est le plus dangereux aujourd'hui ? Qui est pour l'avenir ? C'est Mélenchon ou c'est Le Pen ? Écoutez, les deux se valent. Chacun dans leur genre. Enfin, Et en cas de second tour, Mélenchon-Le Pen en 2027, Claude Malhuret, qui était l'invité de Radio J ce matin, disait « Je vais à la pêche ». Vous faites quoi ? Mais je fais tout pour éviter je fais tout pour éviter ce scénario. Alors, je ne répondrai pas à cette question. Franchement, on a 4 ans d'élection présidentielle. Le but, c'est de sortir de ce scénario. Ce scénario, c'est le scénario construit par Emmanuel Macron. Moi, je refuse ça. Je pense qu'on ne redressera pas ce pays en continuant sur une fracturation aussi radicale du pays. Une nation, elle a besoin un minimum de savoir se rassembler. Et le message politique des Républicains, c'est de savoir retrouver les électeurs de droite qui ont été séduits, qui ont été emmenés par Emmanuel Macron, leur montrer que l'alternative, elle doit se faire à droite, avec nous, et des électeurs de droite qui sont partis chez Madame Le Pen, un peu par défaut à la dernière élection présidentielle. Je pense que aussi s'adresser à une partie et refaire un grand projet politique à droite pour ce pays. Quelques questions d'actualité. Un projet de centre pour les demandeurs d'asile à Saint-Brévin a provoqué la démission du maire, victime d'attaque et de l'incendie de son véhicule par l'extrême droite. L'État a-t-il failli et concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ce genre Évidemment, c'est situation. extrêmement condamnable de s'attaquer à des élus. Je pense qu'il faut qu'il y ait la plus grande fermeté dans toutes les attaques contre les élus. Ça montre aussi le degré d'intolérance, de violence dans lequel nous en sommes arrivés dans notre pays. Dans notre pays, y compris à l'Assemblée nationale. Vous êtes président d'un groupe à l'Assemblée, du groupe LR. Vous avez vu ce qui s'est passé pendant le débat autour de la réforme des retraites. Oui, bien sûr, mais une fois encore, ne jouons pas les innocents face à cette radicalisation du pays. Cette radicalisation, ça a été la stratégie
du président de la République. C'est Emmanuel Macron qui est responsable de tout ça. Une fois encore, j'exprime évidemment ma totale solidarité à l'égard du maire de Saint-Brévin, mais quand le président de la République dit dans une conférence de presse à un moment bien choisi, on va installer des centres d'accueil de demandeurs d'asile dans les campagnes, c'est quoi si ce n'est une forme de C'est-à-dire il a attisé le feu, attisé la haine, mais, Emmanuel Macron? Je veux pas à mon tour alimenter. Mais vous avez commencé à le dire. Ça, mais oui, le président de la République a joué avec le feu parce que le président de la République a souhaité faire monter les extrêmes dans le pays. Ça a été sa stratégie électorale. Alors, ça a marché. Ça lui a permis d'être élu. C'est délétère et c'est de ça dont il faudra, ce théâtre-là dramatique pour le pays dont il faut sortir. Alors justement, les extrêmes. La décision de Gérald Darmanin d'interdire toutes les manifestations de l'ultra-droite après les mois suscités le week-end dernier à Paris par une manifestation d'Action française a été cassée par le tribunal administratif. Un colloque et une manifestation d'Action française ont pu donc avoir lieu hier samedi et aujourd'hui dimanche à Paris. Qu'est-ce que ça vous inspire et qu'est-ce que vous en pensez? Vous pardonnerez de ne pas être un spécialiste de tous les groupuscules. Enfin, vous voyez ce qui se passe, hein. De tous les groupuscules d'extrême droite ou d'extrême gauche dans notre pays. Moi, je me remets à deux principes simples. Dans notre pays, il y a un principe qui est la liberté de manifester, c'est une liberté constitutionnelle, donc il faut évidemment la respecter. Et après, il y a la possibilité, effectivement, et même le devoir pour le ministre de l'Intérieur, d'interdire, et les préfets, d'interdire des manifestations où on sait qu'il y a un risque majeur pour l'ordre public. Voilà, c'est ces deux principes-là qui doivent être articulés. Donc il ne peut pas y avoir d'interdiction qui doivent certainement pas être systématiques, globales, etc. Moi, ce qui m'étonne, et le vrai sujet, qu'il s'agisse de l'extrême droite ou de l'extrême gauche, c'est que quand il y a des casseurs, il y a quand même beaucoup de casseurs pendant les manifestations sur les retraites. Il y en a systématiquement, ce qui s'est passé à Sainte-Soline, etc. Quand on a des gens radicalisés, des gens violents, derrière, qu'est-ce qui se passe? Voilà. J'ai vérifié. Ça veut dire que derrière, il ne se passe rien pour vous? Il ne se passe pas grand-chose, en tout cas. Moi, j'aimerais connaître les chiffres que le ministre de l'Intérieur nous dise ce qui se passe. J'ai vérifié. Dans le code pénal, il y a 3 pages d'infractions possibles sur les violences à l'occasion des manifestations. 3 pages. Hein. C'est pas rien. Combien de poursuites ont été engagées après des casseurs, après des gestes violents? Ça dépend aussi des juges. Ça dépend des juges, ça dépend du parquet, ça dépend de... Voilà, mais je ne sais pas, j'aimerais savoir quel est le bilan du ministre de l'Intérieur. Dans ce contexte de crise dont on parle, la réforme des institutions est-elle essentielle? Est-ce qu'il y a urgence à réformer les institutions? Et comment, éventuellement, faut-il l'envisager? Non, je pense que c'est vraiment pas l'urgence du moment, c'est pas l'urgence du pays, ça fasse l'objet de réflexions dans différentes formations politiques. Mais on dit l'urgence du pays, c'est que tout le monde retrouve un peu de bon sens, c'est qu'il y ait moins d'arrogance et un peu plus de place au bon sens dans notre pays, quoi. Alors bon sens peut-être. Elisabeth Borne, elle affirme en tout cas dans le JDD qu'elle veut continuer à relever les défis du pays. Est-ce que vous la voyez rester à Matignon au-delà du calendrier des 100 jours fixé par Emmanuel Macron? Franchement, c'est la question, c'est le choix du président de la République. Moi, je n'ai pas interféré dans ce choix, quel que soit le nom du président de la République. C'est pas une question de casting, c'est une question. Du nom du président de la République ou du nom du Premier ministre? Quel que soit le choix du Premier ministre, c'est la responsabilité du président de la République. C'est pas le nôtre. En tout cas, c'est pas le vôtre, mais il y a un point qui peut vous intéresser, qui peut vous concerner, c'est qu'Emmanuel Macron, il veut trouver des coalitions et des alliances nouvelles, un peu ce qu'avait proposé Nicolas Sarkozy. Est-ce que la droite doit trouver un accord avec lui? Non, bon, écoutez, ce débat, il a été tranché très clairement pour nous il y a 6 ans. On n'a pas le même projet politique qu'Emmanuel Macron. Et plus on avance, chaque jour qui passe... Pas de coalition, pas d'alliance. Il y a 3 sujets majeurs sur lesquels j'ai un désaccord profond avec Emmanuel Macron. Déjà, j'ai envie de dire tout ce qui relève du patriotisme économique. Emmanuel Macron a été dans une logique d'ouverture totale, aveugle, naïve à la mondialisation. On y est toujours complètement. Je ne sais pas... suffisamment de mon point de vue, regardez le projet de règlement européen sur l'équivalent de l'Inflation Reduction Act européen, où on n'est pas foutu de défendre l'hydrogène fait à partir du nucléaire. Donc bon, sur la question du patriotisme économique, du redressement industriel de notre pays, de la défense de notre agriculture, on n'a pas les mêmes options qu'Emmanuel Macron. Sur la question régalienne, notamment la question de
la reprise en main de notre avenir, du point de vue de question d'immigration, on n'est pas du tout au diapason d'Emmanuel Macron. Il a gardé tout l'arsenal législatif de François Hollande et de Madame Taubira. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, oui, et troisième sujet, le redressement des finances publiques dans notre pays. Le président de la République a amené le pays au bord de la ruine. Fillon disait il y a 15 ans, je suis à la ça remonte à longtemps, ça. On a pris 1000 milliards de dettes de plus. Donc, voilà, on ne peut pas être d'accord avec lui. Pas de coalition, il n'y a pas de projet politique commun. Ouais. Voilà. En revanche, moi, comme président du groupe des Républicains à l'Assemblée nationale, je vote en fonction de ce qui me paraît utile pour l'intérêt national. Un peu d'où que ça vienne. Les socialistes ont proposé un texte affirmant qu'il faudrait s'opposer, que les législateurs voulaient s'opposer, ne permettrait pas le démantèlement d'EDF. C'est un texte de bon sens. On a vu pendant la crise qu'il nous en coûtait d'avoir abandonné EDF. On a voté pour. Voilà. Enfin, il y a tout un tas de donc textes. Moi, je pense qu'il y a de la place dans ce pays pour des majorités de bon sens. De bon sens. Alors justement, et que M. Macron vienne à cette pratique-là, et la question du casting, elle est secondaire. On n'est pas dans une série Netflix où la question des castings, du changement de Premier ministre, elle changerait quelque chose. Et si dans cette série Netflix, après les sénatoriales, il y avait cette nomination de Gérard Larcher à Matignon? Il a répondu très clairement à la question. Il a dit aujourd'hui non. Non, il est revenu sur le sujet et il a dit très clairement qu'il n'était pas question pour lui d'être Premier ministre avec un projet politique qui évidemment ne serait pas le nôtre. Que va faire la droite et singulièrement LR pendant les 6 mois qui viennent? Est-ce qu'il faut discuter des projets de loi les uns après les autres, ou est-ce que vous dites pourquoi pas une discussion globale avec le gouvernement? Non, on sera, une fois encore, une discussion globale, ça voudrait dire qu'on serait dans une forme de coalition. Donc non, on prend les sujets les uns après les autres. Moi, j'observe que depuis un an, ça fera bientôt un an que cette majorité fonctionne. D'ailleurs, cette Assemblée, si on veut bien reprendre un tout petit peu, là encore, le fil de l'histoire, le président de la République a été réélu dans des circonstances exceptionnelles, qui étaient la guerre en Ukraine, réélu un peu par défaut, en absence de de vraie campagne présidentielle de sa part. Il en paye d'ailleurs les conséquences aujourd'hui, puisqu'il ne peut pas s'appuyer sur un projet politique. Il y a eu ensuite les élections législatives. Les Français, ayant réélu le président, se sont méfiés et ont voulu mettre le président de la République sous tutelle de cette Assemblée nationale où toutes les forces politiques, les amis de M. Mélenchon, Mme Le Pen, les Républicains, sont représentés. C'est le choix des Français. Depuis un an, malgré tout, il s'est passé des choses très intéressantes à l'Assemblée nationale. On a pris un virage sur le nucléaire. On est revenu au nucléaire et il y a eu une majorité de bon sens pour le faire. Mais est-ce qu'il il y a eu une réforme de l'assurance chômage qui a été votée par l'Assemblée nationale. Il y a de la place pour, texte après texte, trouver des majorités de bon sens utiles à l'intérêt national. Majorité de bon sens, mais est-ce que texte après texte, ou dans un avenir court ou moyen y compris terme, sur l'immigration, je pense qu'il y a la possibilité de trouver une majorité de bon sens à l'Assemblée nationale. Ah oui, majorité de bon sens sur l'immigration, y compris avec Renaissance. Mais si Renaissance n'a pas peur d'une perspective dans le texte vraiment à droite, susceptible d'être voté aussi par le groupe du Rassemblement national, il y a une majorité de bon sens pour reprendre notre destin en main, oui. Par rapport justement à l'Assemblée nationale, est-ce qu'à un moment donné, vous pourriez voter la motion de censure avec les autres composants des oppositions? Nous sommes un groupe qui a la capacité de déposer une motion de censure. Donc on déposera une motion de censure le jour où on considérera qu'un texte sur lequel le gouvernement a engagé sa responsabilité, un 49.3, serait inacceptable pour nous. Voilà. Et s'il y avait d'ailleurs un 49.3 sur l'immigration, sur le projet de loi immigration? Moi, j'ai dit à la Première ministre que si le gouvernement passe, s'il y a un sujet sur lequel on n'accepterait pas que le gouvernement passe en force sur un texte qui ne nous conviendrait pas, notamment la question de l'immigration, un texte de gauche, un texte pour plus d'immigration, oui, très clairement, moi, je serais prêt à déposer une motion de censure. On parlait de Nicolas Sarkozy à l'instant. Que vous inspire son renvoi en justice pour l'affaire du présumé financement libyen de sa campagne de 2007? Est-ce que vous y voyez une vengeance des juges contre lui? À l'évidence, il y a un acharnement. On précise que vous avez travaillé à l'Élysée avec Nicolas Sarkozy. Oui, j'ai eu l'honneur d'être conseiller de Nicolas Sarkozy à la présidence. Donc vengeance des juges ou pas? Oui. Non, mais il y a un acharnement, évidemment, à l'égard de Nicolas Sarkozy. Sa condamnation dans la précédente affaire Bismuth est totalement invraisemblable sur celle aujourd'hui avec un PNF qui est quand même particulièrement actif lorsqu'il s'agit, et innovant, lorsqu'il s'agit de François Fillon, lorsqu'il s'agit de Nicolas
Sarkozy. Donc, oui, tout ça pose un peu problème. Les comptes de campagne, ils sont passés totalement au filtre. Ceux qui ont fait la campagne de Nicolas Sarkozy, comme moi, en 2012, savent à quel point il y avait finalement beaucoup moins de moyens qu'autrefois, qu'il a plutôt été victime d'une escroquerie dans cette campagne présidentielle par des jeux de surfacturation, etc. Voilà, tout ça est évidemment cet acharnement de la justice, j'ai pas peur de le dire, est un peu choquant. Le résultat, c'est quand même qu'on a eu un certain nombre d'élections présidentielles aujourd'hui qui ne se sont pas passées tout à fait normalement du fait du rôle de la justice, d'ailleurs. Alors justement, présidentielle, Laurent Wauquiez, il est sorti de son silence, on va dire, assourdissant, qu'il s'était imposé pendant la séquence de la réforme des retraites, avec une interview dans Le Point de cette semaine, où il se place clairement comme candidat à la présidentielle de 2027. Alors la candidature de Laurent Wauquiez à la présidentielle, est-ce qu'elle fait un doute aujourd'hui pour vous? Est-ce qu'il sera candidat? Est-ce que c'est le candidat naturel de LR pour vous, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale? Oui, pour moi, Laurent, aujourd'hui, c'est incontestablement notre candidat naturel. Il a été le président de notre parti, extrêmement bien élu d'ailleurs à l'époque, la présidence des Républicains. Il a dû en partir assez vite. Hein. Il a décidé d'en partir. Oui, alors, et d'assumer un résultat aux élections européennes, alors même qu'il n'avait pas été lui-même candidat. Donc, candidat naturel, ça veut dire quoi? Il le sera. Est-ce qu'il faut passer d'ailleurs par des primaires ou pas? Je crois qu'Éric Ciotti a répondu clairement, et l'élection d'Éric Ciotti à la présidence des Républicains a répondu clairement à la question. Éric avait dit, moi, si je suis président de notre famille politique, je proposerai l'élection la désignation de Laurent Wauquiez à nos militants pour être notre et vous pareil. Et il se prononce dessus. Et vous pareil. J'ai voté pour Éric Ciotti en connaissance de cause. Non, mais pour Laurent Wauquiez. Hein? Oui, bien sûr. Non, mais voilà. Enfin, donc, s'il n'y a pas de primaire, aujourd'hui, la règle, ça fait plus doute. Je suis radicalement contre les primaires. Non, mais ça sera Wauquiez. On a vu où ça nous a mené. Les élections internes, c'est un piège, qui amène à se diviser systématiquement. Regardez la dernière fois, quand vous dites c'est un piège, certains disent. On avait pris un format réduit, non pas de primaire ouverte, mais de désignation fermée, etc. Résultat, Valérie Pécresse a été désignée 5 mois avant l'élection présidentielle. Comment voulez-vous aller à la rencontre des Français 5 mois? Donc, ça veut dire que le candidat, il faut aller vite. Le candidat, il faut le désigner quand? Il faut le désigner assez rapidement. Le calendrier qu'avait posé, je crois, Éric Ciotti, c'était après les européennes. Je pense que c'est le bon calendrier. Donc d'ici un an, quoi. Oui. Évoqué. Vous dites c'est à la rentrée, peut-être de septembre, après les élections européennes. Wauquiez, ça sera votre candidat pour vous? Oui, moi, ce sera mon candidat. S'il souhaite être candidat, ce sera mon candidat. Les européennes. Un sondage publié aujourd'hui dans JDD place le RN loin devant les autres partis, 25 ou 26%, devant Renaissance entre 19 et 22, la NUPES globalement à 26%, et le LR entre 8 et 11%. Cette perspective... Il y a un autre sondage ou Harris qui met les LR entre 12 et 13%. Bon, enfin, bref. Donc, qu'est-ce que ça vous dit? 12 et 13, c'est quand même pas mal. Oui, c'est un peu plus. Qu'est-ce que ça vous inspire? Et puis, est-ce que vous confirmez que c'est Michel Barnier qui devrait être votre tête de liste? Est-ce que vous le souhaitez? Je sais pas. Est-ce que vous le souhaitez? C'est un peu trop tôt là. Je comprends votre souci d'anticipation. Non, mais est-ce que vous le souhaitez? On a un an pour. Un peu moins d'un an, parce que dans un an, on sera en pleine campagne. Hein, voilà, dans ça va se décider à la rentrée. On sera en campagne. Chaque jour suffit sa peine. Non, mais Barnier, c'est aux instances. Vous êtes proche de lui, hein? Oui, moi, écoutez, Et ce qu'il faut dire, c'est que Michel Barnier, qui aurait dû être président de la Commission européenne si le président Macron n'avait pas préféré une présidente allemande, une étrange façon de défendre l'intérêt national, Michel Barnier est évidemment une voix susceptible de remettre un peu d'autorité au sein de l'Union européenne, de faire entendre la voix de la France au sein de l'Europe. Voilà. Donc il serait un peu de retour de la France en Europe pour remettre un peu d'ordre en Europe. C'est une personnalité de ce point de vue-là intéressant. Il serait une bonne tête de liste. Après, François-Xavier Bellamy a fait un formidable travail, vraiment. Moi, j'ai été assez bluffé, comme beaucoup de gens. J'ai regardé son intervention devant le chancelier allemand. Un tandem. C'est la première fois depuis longtemps qu'on voit un politique français dire ces 4 vérités à un chancelier allemand pour dénoncer le cavalier seul systématique des Allemands en fonction de leur intérêt national exclusif. Et donc, François-Xavier Bellamy a fait un formidable travail. C'est pas à moi de faire ce choix.
choix des mais candidats. d'accord, mais un tandem, par exemple, Barnier. C'est pas à moi de faire ça, c'est pas à moi. Bellamy en numéro 3, avec beaucoup d'autres personnes vous irait très intéressantes. Mais il y a beaucoup de talents dans notre famille politique et voilà, ce que j'observe, c'est que les candidats d'Emmanuel Macron voilà, contribuent, ne font pas entendre la voix. Les amis de Renew, de M. Macron, c'est le groupe Renaissance pour le moment, ne défendent pas les intérêts nationaux au Parlement européen, ne font pas entendre la voix de la France au Parlement européen. Et Barnier, ce serait bien. Michel Barnier est une personnalité de premier plan qui a une immense qualité. Alors l'Europe aujourd'hui elle est marquée par cette guerre de Poutine en Ukraine. Est-ce que la stratégie de la France est la bonne et puis que signifierait la victoire de la Russie de Poutine et que signifierait la victoire de l'Ukraine de Zelensky? Et on arrive à la fin de l'émission. Vous avez bien fait de commencer votre question par rappeler que c'était l'agression de Poutine, en Ukraine. C'est vraiment ça le sujet. On a hérité d'un ordre mondial. C'est pas rien, je dirais, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, dévastatrice. Voilà. Et aujourd'hui, ce qui est en cause, ce qui se joue en Ukraine, c'est des puissances un régime pas totalement démocratique, un peu autoritaire, qui décide de remettre en cause cet ordre. Et donc, il faut à tout prix que l'Ukraine gagne. C'est inacceptable. Il faut à tout prix que l'Ukraine gagne. Et il est hors de question de laisser la Russie pouvoir remettre en cause et gagner dans ce conflit. Donc, oui, il faut soutenir l'Ukraine. Et évidemment, à un moment, il faudra quand même aussi savoir préparer la sortie. Merci en tout cas, Olivier Marleix, d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J. Et à dimanche prochain. Merci.